allons avoir la présentation de Jean-Christophe Dumont, qui est directeur de la division des migrations internationales à la direction de l'emploi du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Et donc, il va traiter des migrations en provenance des pays du pourtour méditerranéen vers les pays de l'OCDE. Donc, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et vous avez la parole. Bon, merci beaucoup. Donc, les pays qui sont couverts ici sont les pays qui correspondent au pacte. Et donc, je vais peut-être focaliser un petit peu sur les trois pays du Maghreb, mais au moins, il y a des éléments de comparaison plus généraux qui peuvent être éventuellement utiles. Donc, d'abord, le premier élément de contexte, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est qu'on est à un moment où les migrations vers les pays de l'OCDE, vers l'Union européenne, mais vers les pays de l'OCDE en général, ont beaucoup cru, où en 2023, qui sont les dernières statistiques dont on dispose en réalité, on va bientôt publier 2024, mais on était à des niveaux historiques dans toutes les catégories de flux. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit, évidemment, quand on regarde l'évolution des flux en provenance des pays méditerranéens vers les pays de l'OCDE, parce que ça fait partie d'un mouvement plus général. En 2023, nous, on fait cette distinction entre des migrants permanents, c'est-à-dire des migrants qui ont soit plus d'un an de résidence, soit qui ont la possibilité de s'installer durablement compte tenu des termes de leur permis de résidence. On était à 6,5 millions de migrants permanents vers les pays de l'OCDE. En France, on est autour de 300 000. Ce qui est important de voir, c'est que c'était plus qu'en 2022, mais c'est surtout près de 28%, enfin, c'était 28% de plus qu'en 2019, c'est-à-dire avant le Covid, qui est l'année de référence, qui est pertinente ici, parce qu'évidemment, en 2020-2021, on a eu disons, des phénomènes assez erratiques. Mais donc ça, c'est vrai pour l'immigration permanente, mais la même chose vaut pour l'immigration temporaire de travail, qui aussi atteignait plus 28% par rapport à 2019. C'est encore plus vrai pour l'asile, qui a plus que doublé par rapport à 2019 en 2023. Mais c'est aussi vrai pour les étudiants, plus 33%. Et à l'intérieur des migrations permanentes, c'est vrai pour à peu près toutes les catégories d'immigration, famille, humanitaire, etc. Donc, c'est un élément de contexte qui est quand même important à avoir à l'esprit. Alors, les chiffres pour 2024, qui encore une fois n'ont pas encore été publiés, vont montrer une forme de modération avec des mouvements beaucoup plus complexes, divers selon les pays, et des mouvements globaux qui vont montrer sans doute une petite baisse. Mais on est, même en 2024, à des niveaux d'immigration qui sont très importants, historiquement, pour les pays de l'OCDE. Donc là, sur les pays du pacte méditerranéen. Alors malheureusement, vous ne voyez pas, il va falloir que je traduise toutes les couleurs. En bleu, en haut, c'est le total. Donc les pays qui sont couverts par le pacte, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, bien sûr, mais aussi l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Libye, la Palestine et Israël. Donc c'est l'ensemble de ces pays qui sont représentés ici. Et donc il fait une différence entre la courbe bleue qui est tout en haut et la courbe rouge qui est un peu au milieu. Évidemment, il y a une grande part de cette différence, enfin la différence est liée à la Syrie, quoi. Donc les mouvements de Syriens pèsent très lourd dans ce total, notamment sur la période où il y a ce pic là, en 2015-2016. Mais au total, c'est environ 600 000 personnes du pourtour méditerranéen, pour le dire comme ça, qui ont émigré vers les pays de l'OCDE de manière durable en 2023, dont environ 400 000 hors syriens. Et donc, dans ces 400 000, c'est environ 300 000 qui sont des trois pays qui nous concernent aujourd'hui. Donc, prochain slide. Alors là, on a des chiffres par pays. Et comme vous pouvez le voir, le Maroc avec plus de 200 000 entrées
en 2022, pardon, et le pays, là c'est 2022, et le pays qui d'origine le plus important. En 2023, on est aussi aux alentours de 200 000 pour le Maroc. Il y a une forme de stabilisation de cette forte augmentation. Donc en rouge, on a la Syrie. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a l'Algérie et la Tunisie qui sont un peu plus bas, qui ont une dynamique qui est moins marquée que la dynamique marocaine. Et c'est environ 50 000 migrants originaires d'Algérie et de Tunisie, à peu près autant que d'Égypte, vers les pays de l'OCDE. Et donc, après, on va regarder ça. Enfin bon, on peut regarder un petit peu par pays de destination, parce qu'évidemment, en ce qui concerne les Algériens, les Tunisiens, en tout cas pour les Algériens, c'est principalement vers la France. En ce qui concerne l'Égypte, c'est principalement vers l'Italie. Et la Tunisie, c'est un peu plus diversifié. En ce qui concerne les Marocains, le principal pays de destination, c'est l'Espagne, avec près de la moitié des 200 000 personnes là, qui vont vers l'Espagne. Donc, on parle de 114 000 personnes en 2022, et à titre de comparaison, en 2012, on était à 22 000. Donc, en 10 ans, ça a énormément augmenté. Là, on parle de la nationalité des gens qui arrivent. On ne parle pas du pays dont ils viennent. Enfin, voilà, là, on ouais, parle absolument. pas Ouais. C'est pas de nationalité supposée, parce que c'est les titres de séjour, donc c'est la vraie nationalité, mais effectivement, c'est pas le pays d'origine, c'est les pays de nationalité, ouais, absolument. Dans les statistiques administratives, en fait, on n'aura pas l'information sur le pays d'entrée ou de transit antérieur à l'Union européenne. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi, alors ça concerne moins la discussion aujourd'hui, mais ce qui se passe sur la courbe qui est plus basse, là, où les chiffres sont assez modestes, mais où on a une assez forte augmentation des migrations en provenance du Liban, qui a à peu près doublé ces dernières années. Une augmentation assez modeste pour l'instant, en tout cas, des gens originaires de la Palestine. Une augmentation assez forte aussi des migrations en provenance de Jordanie vers les pays de l'OCDE. Donc le phénomène, là, ça concernait l'immigration permanente de longue durée, se traduit aussi par une forte augmentation du nombre d'étudiants des pays du Maghreb et pour tout le Méditerranée en général. En pointillé, donc correspondant à l'échelle de droite, c'est le Maroc. Comme vous pouvez voir, le nombre d'étudiants marocains a quasiment triplé en 10 ans. Donc là, c'est des flux, c'est pas des stocks, c'est des nouveaux titres de séjour donnés aux étudiants. Ça correspond à plus de 35 000 personnes en 2023. La dynamique est aussi très forte, notamment pour les personnes originaires d'Algérie, mais à des niveaux qui sont à peu près 2 fois inférieurs. Et puis l'Égypte, la Tunisie, non pardon, c'est en rouge, c'est la Tunisie, qui suit à peu près le même, la même augmentation, mais enfin avec des chiffres qui sont quand même beaucoup plus faibles. Donc j'avais marqué le total. Donc évidemment, la question algérienne là, qui diminue, monte un pic en 2017, qui ensuite, voilà, merci, donc une trajectoire interrompue. C'est en partie lié à des changements de politique, notamment en France, par rapport aux frais d'inscription et aux conditions d'obtention des titres de séjour, mais la tendance reste fortement orientée à la hausse. Donc là, c'est la demande d'asile. La demande d'asile en provenance de ces pays, donc, qui est
là aussi dominé par la Syrie qui est en pointillé sur l'axe de droite, mais les autres pays, c'est l'axe de gauche, montre que voilà, il y a environ, enfin, une demande d'asile très forte, notamment en provenance de Tunisie, pardon, d'Égypte, voilà, je vais y arriver, qui est la courbe verte, qui est donc en fait la plus haute. Et le deuxième pays, c'est le Maroc, avec là aussi une augmentation très forte depuis 2020, euh, qui s'explique aussi par, disons, les évolutions des routes migratoires. Ce dont on parlait tout à l'heure, disons, la réouverture du corridor vers le Maroc et notamment vers les îles des Canaries correspond à une partie de cette évolution, avec une baisse en 2024. Enfin, globalement, la demande d'asile baisse en 2024, puis baisse encore plus en 2025, sauf en France, où ça continue d'augmenter. Bon, certainement, voilà, l'évolution des routes migratoires explique aussi l'évolution des flux en provenance de ces pays. Mais ça reste, voilà, pour le Maroc, ça reste à des niveaux qui sont assez importants. La Tunisie est aussi, disons, là, c'est la courbe marron, c'est la troisième en fait, enfin la quatrième, parce que la Syrie est bien au-dessus de tout le monde. Et puis en rouge l'Algérie, dont le nombre de demandes d'asile croît doucement mais sûrement, à des niveaux qui sont quand même, somme toute, modestes. On parle d'environ 1000 personnes, mais évidemment qui sont concentrés dans quelques pays de destination seulement dans la France. Donc, peut-être les slides suivants qui vont montrer donc pas les évolutions en termes de flux, mais plutôt la situation, les effectifs globaux et comment ils ont pu évoluer cette dernière décennie. On compare deux dates, 2000 et 2000, enfin 2001 et 2021. Et c'est assez frappant parce qu'il y a une très très forte augmentation de certaines nationalités d'origine. Évidemment, la Syrie, qui est sur la droite, là, part de très bas et arrive à quasiment 1 500 000 ressortissants dans les pays de l'OCDE, on va dire en Europe, en 2021. Donc, ça a été multiplié par 10. Pas besoin de revenir sur les conditions de cette augmentation. Mais en ce qui concerne le Maroc, on est passé dans la même période de 1,8 million à 3 millions de ressortissants marocains dans les pays de l'OCDE. Alors, ce n'est pas les ressortissants marocains. Là. En l'occurrence, ça, c'est les gens qui sont nés au Maroc. Ce n'est pas le critère de nationalité, c'est le critère de lieu de naissance. Voilà, c'est une augmentation très forte. Dans la même période, les migrations, le nombre de migrants dans les pays de l'OCDE a augmenté d'environ 70%. Pour le Maroc, on est au-delà de cette augmentation, évidemment pour la Syrie, bien au-delà. Pour l'Algérie, en revanche, l'augmentation est régulière, tendancielle de ces effectifs de ressortissants algériens dans les pays de l'OCDE pour atteindre 1,7 million en 2021. Mais voilà, cette dynamique, elle est beaucoup moins marquée que pour les autres pays. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe avec l'Égypte, parce que les chiffres sont plus faibles, mais on passe de 340 000 à 680 000, donc c'est un doublement du nombre de ressortissants égyptiens dans les pays de l'OCDE sur ces 10 ans. C'est plus fort même que beaucoup des autres pays qui sont identifiés ici. Sans surprise, vous voyez aussi l'augmentation du nombre de Libanais. Et puis pour les Tunisiens, on a une augmentation plus faible, parce qu'on passe de 500 000 à 700 000 personnes environ sur la période. Donc vous voyez, c'est environ 2 fois moins peut-être que la moyenne des pays, enfin la moyenne du nombre de migrants dans les pays de l'OCDE. Donc oui, on est sur une tendance haussière en termes de nombre de ressortissants de ces pays du pourtour méditerranéen dans les pays de l'OCDE et notamment en Europe, mais avec des dynamiques qui sont assez différentes. Donc, Syrie mise à part, l'Égypte est vraiment un cas notable et le Maroc qui a beaucoup augmenté. Alors, le slide suivant présente à fond renversé ces statistiques par pays de destination.
Et vous voyez que, bon, bah, évidemment, le principal pays d'accueil, c'est la France, avec près de 3 millions de ressortissants du pourtour méditerranéen, euh, donc principalement des pays d'Afrique du Nord, mais bon, avec aussi d'autres nationalités présentes. Mais évidemment, quand on regarde les autres pays de destination, les dynamiques sont aussi sont beaucoup plus marquées qu'en France. En Allemagne, évidemment, ça c'est les Syriens, ça a doublé, on est passé de 500 000 à 1 million de ressortissants du pourtour méditerranéen. Mais surtout en Espagne, où c'est passé de 300 000 à 1 million. Et donc là, on parle bien principalement de Marocains. L'augmentation est aussi très forte en Italie, puisqu'on passe de 300 000 à près de 750 000 ressortissants du pourtour méditerranéen. Alors là, avec des pays comme l'Égypte, la Tunisie, qui pèsent beaucoup, mais aussi le Maroc. Puis vous voyez d'autres pays où les chiffres sont très faibles. La Suède, c'est assez frappant, bon, c'est les Syriens. Mais d'autres pays comme ici l'Autriche, la Suisse, le Danemark, où les effectifs sont petits, alors c'est aussi des petits pays, donc en pourcentage de la population, ça peut faire des chiffres importants, mais par exemple pour l'Autriche, c'est une multiplication par 8 du nombre de ressortissants du pourtour méditerranéen, principalement, encore une fois, des Syriens, sans doute. On pourrait regarder dans le détail, mais c'est une multiplication par 3 en Suisse et une multiplication par 2,5 au Danemark. Donc là, on a des évolutions qui sont importantes et qui évidemment pèsent dans le débat public en matière de composition de la migration. Le slide suivant va un peu plus dans le détail et regarde les évolutions par sexe et par niveau d'instruction. Ce qui est caractéristique de cette migration, c'est qu'elle reste dominée quand même par une migration masculine, même si la part des femmes a augmenté pour un certain nombre de pays. Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, la majorité des migrants sont des femmes, notamment parce que évidemment, elles ont une espérance de vie plus importante, etc., mais aussi du fait de la féminisation des migrations. Ce phénomène s'observe beaucoup moins de part de ces pays. Alors, ce que je dis est pas tout à fait vrai, par exemple, pour le Maroc, où on voit bien une évolution de la part des femmes marocaines dans l'ensemble des migrants. C'est la courbe bleue qui est ici. Donc, on n'est pas tout à fait à 50%, mais on s'en rapproche. Pour l'Algérie, la part est bien plus élevée. Du coup, là où il y a autour de 50% de femmes parmi l'ensemble des migrants originaires d'Algérie, principalement en France. Évidemment, c'est lié au poids du regroupement familial dans les migrations. Pour le reste, ces autres migrations restent des migrations de travail ou qui induisent une demande d'asile. Par contre, là où c'est beaucoup plus clair, c'est sur l'évolution du niveau d'instruction qui augmente de manière assez marquée pour la plupart des pays, avec quelques contre-exemples, mais notamment pour l'Algérie et la Tunisie, qui sont les deux courbes hachées, là, où la part des diplômés du supérieur a doublé sur 2 décennies. Pour évidemment d'autres migrations, par exemple les Égyptiens, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est aussi de nature assez, les flux sont de nature assez différente. Et on a une évolution moins marquée de l'augmentation de la part des diplômés du supérieur parmi les Marocains que parmi les Tunisiens et les Algériens. Donc, sans doute on peut discuter des raisons de cette évolution, mais je pense que ça renvoie aussi au poids des migrations de travail dans les migrations marocaines, qui sont principalement orientées vers des secteurs peu qualifiés, donc, notamment vers l'Espagne. Tout ça, il faut l'espérer, est cohérent. La chute, c'est les Palestiniens, ouais. Ouais. Oui, mais il faut faire peut-être un peu attention aux effectifs et aux pays de destination. Ça, c'est les effectifs de Palestiniens ont augmenté, mais il faudrait regarder plus dans le détail. À mon avis, c'est lié à quelques
pays de destination. On va regarder plus dans le détail, ce que j'ai pas fait. Donc ensuite, en termes d'évolution, si on regarde en termes de taux d'émigration, si on peut passer au slide suivant, je pense que ça, c'est pas inintéressant, c'est que ça montre, hein, ce graphique de gauche, là, montre l'évolution du taux d'émigration des diplômés du supérieur entre 2000 et 2020 pour ces pays du pourtour méditerranéen. Et en gros, il y a trois cas. Il y a les pays qui sont en bas, là, Égypte, Palestine, Jordanie, puis Israël, où les niveaux sont très comparables. Disons, il n'y a pas vraiment d'évolution notable. La Syrie, où on a une baisse très forte, c'est parce qu'évidemment, les flux ont beaucoup changé, on va dire. Mais l'autre cas qui n'est pas inintéressant, c'est Algérie, Tunisie, Maroc, justement, et aussi le Liban, où finalement, le taux d'émigration a baissé. Le pourcentage de diplômés du supérieur a augmenté, mais la part de ce qu'il représente dans la population éduquée de ces pays a baissé. Donc, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, entre guillemets, pourrait être perçu comme étant un phénomène moins important qu'il ne l'a été, parce qu'évidemment, c'est des pays où l'accès à l'éducation supérieure s'est beaucoup, disons, démocratisé ou généralisé. Alors, la question, évidemment, est de savoir qui migre parmi ces diplômés du supérieur, quelle est la qualité de l'éducation reçue dans les pays, et si finalement ceux qui migrent ne sont pas de plus en plus sélectionnés, et notamment, bon, là, c'est pas des données comparatives, mais c'est les meilleures données dont on puisse disposer pour l'instant du nombre de médecins et d'infirmières qui sont nés dans les pays du pourtour méditerranéen et qui exercent aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, et on a des chiffres qui sont assez importants, 11 000 médecins algériens en exercice dans les pays de l'OCDE, 13 000 Égyptiens, etc. Donc, le taux d'Israël me paraît énorme. c'est des gens qui sont nés en Israël, principalement aux États-Unis. Oui. C'est l'OCDE, donc c'est pas juste l'Union européenne, ils vont être principalement aux États-Unis. D'accord. Et donc voilà, enfin, ces chiffres, disons, laissent à penser que même s'il peut y avoir une baisse du taux d'émigration des diplômés du supérieur, enfin, il n'en est pas moins qu'il peut y avoir quand même un effet négatif sur les pays d'origine si c'est les plus qualifiés parmi les diplômés du supérieur ou les plus compétents qui s'en vont. Le slide suivant soulève une autre question qui est celle de l'intégration sur le marché du travail. Alors, de manière très rudimentaire, il faudrait faire on pourrait regarder de manière plus précise et par nationalité, par pays de destination, etc. C'est une façon un peu synthétique. Pour montrer l'évolution des taux d'emploi, là c'est par région, donc c'est souvent l'Afrique du Nord, voire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ensemble. Mais ce qui est clair, c'est que dans la plupart des cas, on a plutôt une évolution favorable des taux d'emploi des migrants en général dans les pays de l'OCDE ces dernières années, à des niveaux qui là aussi historiquement sont assez élevés. Donc ça vaut aussi pour les ressortissants de ces pays. Mais l'écart en termes de taux d'emploi avec les autres migrants, et a fortiori avec les personnes qui sont nées dans les pays en question, reste très important. Il est de 8 points de pourcentage en Australie, il est plus faible au Canada, mais il est de 13 points de pourcentage dans l'Union européenne, avec un taux d'emploi de 54% en moyenne contre 67 presque 68 pour l'ensemble des immigrés. Et au Royaume-Uni également 19 points de pourcentage, avec même des chiffres là qui sont en légère baisse. Donc il y a derrière ça une question effectivement au-delà des chiffres de valorisation des compétences, d'insertion dans l'emploi, d'intégration économique et sociale plus généralement. Bon, ça c'est ce que je pouvais dire avec vous sur les chiffres et bon, je voudrais juste dire un mot peut-être du contexte plus politique, donc la dernière
voilà, le suivant, et donc notamment de ce qu'on pourrait attendre de voir dans le pacte de l'Union européenne pour la Méditerranée. J'ai aucune information, peut-être que le ministère en a, sans doute, mais notamment j'ai aucune information sur le fait, la mesure dans laquelle la question migratoire sera couverte et comment elle sera abordée. J'espère qu'elle le sera, parce que c'est un élément clé dans cette relation entre l'Union européenne et la Méditerranée. J'espère qu'elle le sera de différentes manières. Effectivement, d'abord en s'interrogeant sur la pertinence des outils migratoires qui sont promus par la Commission dans le pacte, même sur l'immigration légale. Donc, on pense au talent pool, on pense au talent partnership qui sont développés par la Commission européenne. Le Maroc est un des pays cibles et donc voilà. Mais l'Algérie, par exemple, ne fait pas partie du tout du champ de ces programmes européens. La Tunisie, de manière donc plus indirecte. Et somme toute, je pense qu'il y a matière dans cette gestion des migrations par rapport aux besoins futurs de l'Union européenne. C'est cette gestion raisonnée des migrations, on va dire, régulière. Il y a matière à changer d'échelle, quoi, parce que pour l'instant, on est à des niveaux qui sont extrêmement faibles et avec des moyens financiers qui sont limités. L'Union européenne a un plan d'action sur l'intégration. C'est quand même une prérogative qui reste largement au niveau des autorités nationales, mais certainement cette question-là, si on veut que la migration elle joue un rôle plus positif dans cette relation, il faut aussi en passer par une amélioration des conditions d'intégration. Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau européen. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites par les pays d'origine eux-mêmes, et notamment en termes de politique diasporique. Il y a au jour d'aujourd'hui sans doute une stratégie assez claire et qui produit un certain nombre de fruits du point de vue du Maroc, mais la Tunisie, c'est assez inexistant, et puis sans parler de l'Algérie ou même des autres pays du pourtour méditerranéen où, à mon avis, ces questions se posent. Évidemment, elles se posent d'une manière un peu différente, mais néanmoins très prégnante pour la Syrie, qui pourra se reconstruire aussi qu'avec ses ressortissants, si les conditions sont un jour réunies pour qu'ils puissent effectivement y retourner de manière sûre. Mais là, il y a un élément qui devrait, à mon avis, à mon sens, être dans le pacte, c'est-à-dire de l'Union européenne, qui pourrait aussi avoir cette volonté de soutenir les initiatives positives des pays d'origine dans la mobilisation de leur diaspora. Et puis sans doute une idée, parce que pour la discussion en tout cas, qui est que au-delà des besoins de main-d'œuvre et des besoins de compétences des pays européens, l'enjeu est aussi d'offrir des perspectives à une jeunesse qui est pléthorique, qui a des débouchés qui sont très limités sur le marché du travail et qui n'a pas forcément les compétences qui vont correspondre à celles dont les pays européens ont besoin. Il y a dans les pays de l'OCDE, notamment programmes pour certains très importants de mobilité des jeunes. L'Australie, ici représentée, les États-Unis, le Canada. Pour l'Union européenne, vous ne voyez pas, mais c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est la courbe qui est tout en bas, c'est pas de zéro. Là. Donc là, il y a sans doute quelque chose à penser. Je ne dis pas que c'est simple, parce qu'évidemment, il faut toutes les garanties, il faut sans doute aussi réassurer le public que ces programmes resteront sous contrôle, mais pour offrir sans doute une voie
une option à au moins une partie de la jeunesse. L'accueil des étudiants étrangers est sans doute partie de cette stratégie, mais il peut y avoir d'autres cas. L'Allemagne, l'Espagne ouvrent leur système d'apprentissage aux jeunes ressortissants d'un certain nombre de pays d'origine. Enfin, voilà, il pourrait y avoir des stratégies qui envisagent de promouvoir la mobilité des jeunes et donc de leur offrir peut-être des options légales, même si elles resteront faibles au regard peut-être des besoins ou des aspirations. Sans ça, en tout cas, on risque d'être confronté à une sorte de dialogue de sourds entre le nord et le sud par rapport au potentiel que la migration peut offrir. Ça me semble en tout cas une piste de réflexion qui va être très utile, notamment dans le cadre du pacte européen sur les migrations. Sur la Méditerranée, voilà. Pardon, je m'arrête là. J'ai été interpellée sur un sujet sur lequel j'ai travaillé, mais il y a très 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 longtemps, et j'ai repris les données, heureusement pour la partie plus récente de mon dernier atlas qui vient de sortir, dans sa 7e édition, et il y a une partie qui concerne bien sûr les transferts de fonds et quelques autres aspects dont je vais parler un tout petit peu pour le sujet, qui est la question de l'entrée de ces thématiques dans ce qu'on peut appeler la diplomatie des migrations. Alors, pour ce qui est des transferts de fonds, alors tout d'abord, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est des données qui sont, il y a bien sûr les données de la Banque mondiale sur lesquelles je vais vous donner quelques chiffres, moi je me suis fondée, mais en même temps, c'est une donnée qui est pas complètement fiable parce qu'il y a énormément d'autres formes de transfert de fonds, ce qu'on voit dans les travaux de thèse, par exemple, qui sont des échanges. Le Trabendo, par exemple, qui a été utilisé dans ses travaux sur Marseille par Michel Peraldi, mais aussi d'autres formes de transfert à la valise, comme on dit, qui ne passent pas dans les chiffres des transferts de fonds, mais qui sont néanmoins très importants pour un certain nombre de pays. Il y a aussi des systèmes de cagnotte que les uns ou les autres, notamment chez les subsahariens, constituent, y compris dans leur vécu de transmigrants dans les pays du Maghreb, etc. Donc les transferts de fonds, c'est un aspect chiffré qui donne une idée, mais qui n'est pas complètement représentatif du phénomène des comportements de transfert de fonds de ces migrants. Alors, je donne quelques chiffres qui sont ceux de la Banque mondiale de la fin, établis à la fin 2023. Alors, on avait à l'échelle mondiale, on a 670 milliards de dollars envoyés par les migrants dans leur pays d'origine, donc des chiffres annuels qui donnent la mesure quand même du phénomène qui est très très important. Et pour les pays qui nous intéressent, donc il ne faut pas oublier que ces pays ne sont pas les plus actifs sur le terrain des transferts de fonds si on les compare par exemple à l'Inde. L'Inde, 119 milliards de dollars, donc c'est considérable. C'est le tiers des envois, c'est le 5e à peu près des envois mondiaux. La Chine, 49 milliards de dollars. Parmi les gros chiffres, les Philippines, 39 milliards de dollars. Le Mexique, très gros aussi, 66 milliards de dollars. Et à côté de cela, on a 11,8 milliards de dollars pour 2023 pour le Maroc, par les migrants marocains envoyés dans leur pays. On a 1,9 milliard de dollars pour l'Algérie, mais comme je disais, il y a d'autres transferts qui ne sont pas comptabilisés, qui se font soit à la valise, soit à travers des systèmes de compensation, et 2,7 milliards de dollars pour la Tunisie. Pour l'Égypte, on a 19,5 milliards de dollars. C'est très important, c'est aussi lié à l'importance de cette migration dans le Golfe. Et voilà un peu pour donner la mesure du phénomène. Pendant très longtemps, puisque ces transferts ont été considérés comme peu productifs, il ne faut pas l'oublier, et depuis 20 ans, 30 ans même, il y a des travaux qui ont été faits autour de la dimension, disons, de la possibilité d'utiliser ces transferts de fonds avec un côté un petit peu, disons, dans les politiques de développement, dans une politique, disons, qui disait finalement, il faut essayer de forcer d'une certaine façon ces migrants
investir dans des activités collectives, ce qui n'a pas toujours donné des résultats, disons, totalement spectaculaires, mais qui a eu pour effet de bancariser les transferts de fonds. De plus en plus, ces transferts de fonds, mais c'est ancien, mais aujourd'hui on le constate de plus en plus, c'est bancarisé. Et c'est là que je vais entrer dans notre sujet, si j'ose dire. Le rôle différencié des pays, notamment du Maghreb, dans la gestion des transferts de fonds à travers leur diaspora. De très loin, le Maroc est le plus actif. Il l'était déjà dans le passé. Parmi les pays les plus actifs en la matière, il y a la Turquie, mais c'est peut-être pas dans notre champ d'études. Mais la Turquie a très très vite, dès les années 75, bancarisé les transferts de fonds à travers une multitude de banques qui étaient créées en Turquie. Mais le Maroc aussi était déjà sur ce terrain, mais de façon beaucoup plus modeste. Mais aujourd'hui, le Maroc a, ça a été dit d'ailleurs, une politique très active de diplomatie des migrations à travers la diaspora, même si cette diaspora peut se discuter parce qu'elle est beaucoup plus diversifiée qu'on ne l'imagine. Et parmi cette politique, il y a la bancarisation des transferts de fonds, le fait d'inciter, ça a été étudié par un de mes étudiants de thèse, d'ailleurs Thomas Lacroix, parmi mes nombreux thésards, qui a travaillé sur les diasporas marocaines du développement, et puis et aussi leur investissement dans des programmes de développement locaux dans les pays d'origine, avec un certain bémol, puisqu'il a fait beaucoup de terrain. Il montrait que, en fait, et ça c'est un sujet important, très souvent, il y avait d'autres ambitions de la part de ceux qui s'investissaient dans cette idée de bancariser les fonds de la diaspora. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait une sorte de recyclage de la part des acteurs marocains qui avaient parfois un savoir-faire syndical dans les pays européens pour se réinvestir dans les actions de développement dans le pays de départ. Donc leur objectif, c'était plus gagner en visibilité, acquérir éventuellement un début de carrière politique ou tout au moins humanitaire, se soigner une image. Et finalement, l'objectif du développement était un petit peu mis de côté par rapport à ce qui aurait pu être attendu. Et du côté des politiques qui étaient lancées dans les pays européens, parce qu'il y a eu une grande mode de la bancarisation des transferts de fonds, eh bien, il s'agissait surtout de favoriser des politiques de retour et des politiques de développement souvent peu suivies sur le long terme, ce qui fait que il faut quand même traiter avec modestie le volontarisme de cette gestion des transferts de fonds, parce que très souvent, dans les travaux qui ont été faits, précisément de thèse, on voit que le meilleur juge de l'utilisation de ces transferts, c'est très souvent le migrant. Ça concerne aussi bien les pays du Maghreb que les pays d'Afrique subsaharienne. Il y a eu de très, très belles thèses qui ont été faites à l'Institut de recherche sur le développement là-dessus. Donc, être modeste sur cette politique, mais par ailleurs, pour continuer sur cette diplomatie des migrations, il y a eu beaucoup d'autres, et ça, je crois que c'est un aspect qu'il faut mettre en avant dans notre demi-journée, c'est les tentatives les comportements des migrants eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une thèse qui a été faite, qui a été soutenue par un jeune chercheur marocain qui s'appelle Migrer pour un diplôme. Notamment marocains formés en France entre retour et non-retour. Et ce qui montre, et ça c'est fait à travers un travail de terrain, ça va être publié bientôt d'ailleurs dans la collection MIMED de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, cette thèse, il montre qu'en fait, il ne faut pas opposer une migration, disons, de qualifiés vers le pays d'accueil ou vers le pays d'origine. Très souvent, de plus en plus, ça je crois que c'est très important, ils occupent de façon alternative les deux espaces. Et c'est favorisé très souvent par l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil. Donc on a de plus en plus de doubles nationaux dans ces cas-là. Ces doubles nationaux sont d'ailleurs soignés notamment par un pays comme le Maroc qui a compris, mais il n'est pas le seul, hein, les autres aussi, la Tunisie et l'Algérie,
que d'avoir des nationaux dans les pays d'accueil qui sont les leurs, mais qui sont aussi les nationaux de ces pays d'accueil, ça peut donner un peu d'influence dans ces pays-là. Donc ça, c'est un aspect également très important. Et aujourd'hui, beaucoup circulent entre les deux espaces. Aussi, et parmi ceux qui envoient de l'argent chez eux, mais qui aussi, et parmi ceux qui envoient de l'argent, notamment ce que j'ai pu constater au Maroc dans les travaux de thèse qui ont été faits là-dessus, c'est que le Maroc soigne sa diaspora élitaire, si j'ose dire, en sachant que la plupart d'entre eux ne se réinstalleront jamais au Maroc. Mais en se disant, il faut faciliter leurs investissements. Donc, il y a des facilités bancaires qui sont faites, des facilités administratives dans des pays où il y a beaucoup de, notamment, c'était le cas du Maroc qui était cité, mais j'imagine que c'est pareil en Tunisie, au Maroc, une bureaucratie considérable. Il y a une certaine jalousie du migrant ordinaire à l'égard de ces qualifiés à qui on ouvre tapis rouge quand il veut investir. J'ai assisté à des rencontres marocaines organisées autour de ce qu'ils définissent comme leurs élites pour toute une série de politiques, d'approches, de soutien, etc. Donc ça en fait partie. Le soutien aussi qui va avec les transferts de fonds pour qu'ils envoient de l'argent, pour qu'il y ait un climat favorable dans le pays pour investir, mais il y a aussi un soutien à la vie associative de ces élites diplômées. Le Maroc n'est pas le seul. À mon avis, il s'inspire beaucoup de ce que fait la Turquie en la matière. Donc, une politique disons, d'attention, j'aurais tendance à dire, à l'égard de cette population d'élite estudiantine et également donc une présence à travers culturelle dans les pays d'accueil pour que cette dimension transnationale soit maintenue dans le contexte migratoire, dimension transnationale déjà très forte pour les migrants ouvriers, travailleurs depuis très longtemps, il ne faut pas l'oublier, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je crois que c'est très important de déconstruire l'approche exode des cerveaux qui serait un mouvement unidirectionnel, irréversible. De plus en plus, et beaucoup de travaux comme ceux qui avaient été faits dans le passé par Jocelyne Césari, mais aujourd'hui par d'autres, montrent l'ici et là-bas. Hein. L'ici et là-bas, je crois que c'est très très important dans la façon dont se définissent les trajectoires de ces économiques, socio-économiques, culturelles, de ces migrations entre le Maghreb et l'Europe. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est complètement tourné vers le pays d'accueil, le pays de départ, garde un lien et l'entretien, etc. Moi, je l'ai observé parce qu'il y a eu plus de thèses, et là, j'abonde dans ce qu'a dit Fariba. Il y a beaucoup plus de travaux qui sont faits sur le Maroc que sur la Tunisie et l'Algérie sur cet aspect-là. Hein. Moi, j'ai assisté, je peux donner la liste là de ce que j'ai passé en revue. Il y a donc Hicham Jamid, donc sur la migrée pour le diplôme, mais il y a aussi Shadia Arabe qui montre que elle a fait un travail sur les ramasseuses de fraises, mais elle a aussi fait un travail sur les femmes marocaines qui migrent dans le Golfe. Bien sûr, les transmigrants, mais ça c'est un autre sujet, c'est plutôt le sujet dont on a traité au début sur la présence africaine, notamment au Maroc. Sophia El Arabi aussi, qui a travaillé donc sur la question de la dispersion migratoire à l'intérieur du Maroc et les politiques de frontiérisation à l'égard des subsahariens, où la frontière s'épaissit puisque la présence policière est un peu partout, mais en même temps elle n'est pas entièrement égale ici et là. Donc, il y a beaucoup plus de travaux sur le Maroc là-dessus que sur la Tunisie et sur l'Algérie. Alors, sur la Tunisie, je dirais un mot, puisque ce matin, j'étais en soutenance de mémoire avec une étudiante de master et j'insiste surtout sur le fait que la Tunisie, c'est ce que dit aussi d'ailleurs Hervé Lebras dans ses travaux de démographe, c'est le pays d'Afrique dont on migre le plus. Le taux d'émigration compte tenu de la population du pays
est le plus élevé, et je parle de l'émigration des Tunisiens vers l'étranger, est le plus élevé pour l'ensemble de l'Afrique. Donc c'est de Tunisie qu'on émigre le plus parmi les pays africains. Donc, c'est un taux extrêmement élevé. Pourquoi? Ben, ça reprend ce que je viens de dire. C'est lié à l'importance du transnationalisme, qui est un transnationalisme économique. Il y a beaucoup d'activités commerçantes, etc., des Tunisiens, c'est très connu depuis très longtemps, mais aussi transfert de fonds, mais aussi beaucoup d'étudiants, ça a été dit, beaucoup d'échanges culturels, etc. Et donc, comme c'est un pays qui est très tourné vers l'extérieur et notamment vers la Méditerranée et encore plus vers la rive nord de la Méditerranée, c'est le pays qui a. Alors que c'est un pays qui n'a pas une petite population, un territoire qui est assez restreint, mais qui est quand même très proche, bien sûr, de la Sicile, mais aussi un pays qui est moins rural que, par exemple, que le Maroc, mais aussi un pays qui a une population urbaine là-bas et ici, sur la rive nord, beaucoup plus importante que les deux autres pays du Maghreb. Donc un taux d'émigration très important qui est accentué vraisemblablement par le contexte politique, mais pas seulement, alors que la démographie est assez faible et que c'est un pays qui a commencé son contrôle des naissances, ce que dit par exemple Youssef Courbage depuis presque le début de l'indépendance tunisienne. Donc il n'y a pas de lien, et ça je crois que c'est quand même très intéressant, il n'y a pas de lien entre la croissance de la population et, contrairement à beaucoup d'idées reçues, et la propension à migrer, la dimension transnationale, de réseaux transnationaux est beaucoup plus forte comme facteur structurel de la migration, et les transferts en font partie, ils les accompagnent, que la dimension analyse de la structure de la population, même si tous ces pays, bien sûr, ont une jeunesse qui constitue plus de 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc ça, aujourd'hui, il y a 2 millions de Tunisiens à l'étranger, dans 85 pays, dont 49% en France, et 80% de ces Tunisiens se trouvent en Europe. Donc c'est quand même très important. La deuxième destination étant le Golfe. Alors, pour ce qui est de l'Algérie, je n'ai pas de données, donc je ne vais pas dire grand-chose. Je voulais insister aussi pour terminer sur deux points qui me paraissent importants, qui sont plutôt des tendances dans le contexte actuel, puisqu'on a parlé tout à l'heure du pacte. Aujourd'hui, il y a une sorte de double jeu de ces pays. Il y a même eu des thèses qui ont été faites là-dessus, une notamment au Maroc. C'est-à-dire qu'en fait, ces pays jouent le jeu plus ou moins du bilatéralisme majoritairement, mais aussi du multilatéralisme, des accords d'externalisation des frontières, comme on dit avec les pays européens. Et en même temps, ils sont bénéficiaires des transferts de fonds. Donc, s'ils sont complètement efficaces sur le terrain du containment, c'est-à-dire empêcher les gens de partir pour ce qui est de leurs nationaux, et donc reprise des gens que leur proposent les pays européens, ben, il n'y a plus de transfert de fonds. Donc là, il y a un jeu qui est quand même assez complexe, que tous les pays d'ailleurs d'Afrique subsaharienne connaissent également. Donc il y a une certaine contradiction en la matière. Et beaucoup de ces pays, notamment les pays du Maghreb, dans l'ensemble, préfèrent, malgré la multiplication des accords multilatéraux que propose l'Europe, l'externalisation des frontières, être dans le bilatéralisme. Et ça, c'est très net. Et il y a eu encore les récents accords qui ont été signés depuis 2-3 ans, puisque je les ai consignés dans l'Atlas, sont des accords bilatéraux, pas seulement avec le Maghreb, mais aussi avec l'Égypte, avec l'ensemble du pourtour méditerranéen. Donc, la question, le deuxième point, c'est le développement quand même dans toute cette région de la diplomatie des migrations. Hein. Ça, c'est, à mon avis, tout à fait important, pas seulement à travers les transferts de fonds et surtout à travers
l'acceptation ou pas de mettre en œuvre les accords d'externalisation des frontières ou de containment, mais aussi à travers le soutien ou pas à la vie associative, la gestion à distance de l'islam, à travers également la double nationalité. Donc il y a énormément de leviers qui sont des leviers transnationaux qui font partie de l'ensemble de ces relations de ces pays avec la rive nord de la Méditerranée. Il y a une page d'ailleurs sur les transferts de fonds, pour ceux qui s'intéresseront, avec les chiffres de la Banque mondiale. Mais qui ne sont qu'une partie des données, parce qu'il y a beaucoup de transferts qui n'apparaissent pas dans les chiffres officiels. Voilà. Et là, il y a des travaux qui sont faits justement sur ces transferts. Moi, je suis pas économiste, oui, je suis politiste, donc c'est pas tellement ce que j'ai étudié. Dans les thèses que tu vois, il y avait une très belle thèse qui a été faite par un certain Dia, qui est pour le Sénégal, qui est très très intéressante, qui travaille maintenant, qui est chercheur à l'Institut de recherche sur le développement à Marseille. J'avais une petite question à propos du taux d'émigration des Tunisiens. Ouais. Est-ce que vous parliez d'un taux d'émigration en flux ou en stock? En flux. En flux. Oui, d'accord. Oui, en flux. Non, mais faut regarder les chiffres vers les pays de l'OCDE. Le Maroc reste quand même à un taux d'émigration plus élevé que la Tunisie. Oui, mais en part dans la population du pays. Voilà. C'est plus élevé. Sur le stock, c'est plus élevé pour les Marocains que pour les Tunisiens. Effectivement, c'est possible que sur la période récente, mais quand même, les Marocains sont importants. Et puis, il y a des pays en Afrique, des petits pays, le Cap-Vert, les Comores. Oui, mais moi, j'ai pas pris en compte cela. Les taux d'émigration sont peut-être plus élevés que ces petits pays. Mais effectivement, c'est vrai que l'émigration tunisienne est importante. Un peu ce que vous avez dit à propos du Maroc, c'est-à-dire cette diplomatie à double jeu, mais aussi, moi j'étais prof et j'ai fait des échanges avec les facultés, parce que j'ai enseigné à Mohamed Al-Khamis, et puis j'ai organisé les échanges d'étudiants contre le volonté de mon doyen qui m'a dit, vous pouvez étudier ces cultures, mais faire venir des gens. Mais ce qui s'est passé, que moi je croyais au début, et ma faculté aux États-Unis croyait que c'était les États-Unis qui vont tout faire pour eux. Pas du tout. Les Marocains se sont organisés avec moi un séminaire itinérant qui a emmené les étudiants des États-Unis et du Maroc vers les autres pays francophones. C'était extraordinaire. Le Sénégal aussi. Et ils ont donné tout, c'est-à-dire financement. On a partagé également l'initiative des doyens marocains, des facultés. Et ça, vraiment, moi je suis retraité, mais je suis toujours en contact avec eux. Je vais aux conférences, etc. Et j'aide les doctorants. Mais vraiment, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Et moi, j'ai vécu en Tunisie aussi, j'ai enseigné à Manouba, mais je n'ai jamais vraiment ressenti. J'ai beaucoup de collègues là que j'aime beaucoup, mais le CEMAT était là, n'est-ce pas, le Centre des études maghrébines m'a beaucoup aidé avec ma recherche, mais les échanges que j'ai essayé, peut-être pas autant de ma part qu'auparavant, moi, je ne sentais pas la même volonté de la part des Tunisiens. Mais je ne sais pas, vraiment. Je connaissais le Maroc mieux, etc. Mais vraiment, tout ce que vous avez dit du Maroc. J'ai à la fois un petit ajout commentaire et puis aussi une petite question, juste sur les questions des transferts qui ne passent pas par les canaux légaux, peut-être pour les personnes dans la salle, parce que Catherine le sait très bien. Une des raisons pour laquelle pour l'Algérie c'est des chiffres aussi bas, c'est qu'il y a un taux de change réel, un taux de change informel. Ouais. Ce qui fait que ça serait économiquement irrationnel pour nous de passer par une banque pour faire les transferts. Je veux dire, y compris moi, qui dans ma vie ne fait pas beaucoup de choses illicites, je vais vous l'avouer. Eh bien, jamais j'aurais l'idée d'envoyer de l'argent à mon père par autre chose qu'en passant par du liquide. En fait, il y a une trop grosse différence pour se permettre de faire quoi que ce soit. Et donc, il n'y a pas du tout de comparabilité.
Et bien sûr, tout ça, il faut les faire, ces données-là, il faut les mettre en relativisé par rapport aux économies nationales. Alors bien sûr, il y a qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres bruts, mais bon, bien sûr, selon la taille du pays, c'est pas la même chose, mais aussi en PIB, en pourcentage du PIB, quoi. Et on voit par exemple qu'il y a des pays qui peuvent être très fortement dépendants des transferts de fonds, comme c'est le cas du Liban. Et alors que d'autres pays, en fait, ont une économie qui relève sur d'autres choses, et donc les transferts de fonds ne vont pas jouer de la même manière, ils n'ont pas les mêmes impacts sur l'économie. L'autre remarque n'a rien à voir, je fais c'est par rapport aux étudiants, notamment originaires du Maghreb. Et moi, je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire vraiment aussi sur les filières comparées. À la fois sur les chiffres que vous avez donnés pour le Maroc qui sont très intéressants, mais savoir aussi à la fois quels sont les pays de destination, mais aussi dans quelle filière ils s'inscrivent et quelles sont les trajectoires. Parce qu'à la fois, on voyait, par exemple, pour la migration, un niveau de diplôme peut-être moins élevé pour les Marocains, mais en fait, c'est parce qu'aussi beaucoup viennent jeunes. Enfin, beaucoup viennent jeunes. J'ai fait un passage étrange en termes de carrière, parce que depuis 4 ans, je travaille en école de commerce et je n'ai jamais autant eu d'étudiants marocains de mon existence, y compris sur le campus de Menton de Sciences Po Paris, qui est un campus Maghreb Moyen-Orient. Et en fait, c'est des Marocains nés au Maroc qui ont fait leur classe préparatoire SCG, Grande École de Commerce au Maroc, qui après 2 ans de classe préparatoire arrivent et donc ils ne sont pas diplômés du supérieur, tout simplement parce qu'ils sont encore très jeunes, alors que beaucoup d'Algériens, pour pouvoir passer par le processus Campus France, etc., font quelques années. Et donc, il y aurait quelque chose à faire sur quelles sont les filières aussi sur lesquelles ils s'insèrent. Et les chiffres, vraiment, c'était très intéressant, les chiffres notamment sur les médecins. Il y a plus de détails, hein, parce que on a les filières, on a les taux de réussite, on a même les transitions des permis d'étudiants vers d'autres types de permis. On peut regarder tout ça par nationalité, par pays de destination. Donc, il y a matière, effectivement. Enfin, là, les données sont pas parfaites, mais permettent de faire bien plus que, évidemment, et l'autre chose, je ne sais pas si vous vous y intéressez à l'OCDE ou pas, l'un des éléments que j'ai trouvé marquant dans la manière dont vous avez présenté les données, et notamment les pays de destination, c'est l'impact sur les pays, et notamment dont on peut se dire qu'il y a à la fois des montées de la rhétorique populiste, mais aussi des partis d'extrême droite au pouvoir dans un nombre de pays européens. D'abord, ce qu'on montre souvent, c'est que assez facilement, c'est que c'est pas dans les endroits où il y a la plus grande proportion d'immigrés qu'il y a la plus grande proportion de gens qui votent pour des partis anti-immigrés. Et donc ça c'est vrai entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays. En France, c'est assez clair. Mais en Suisse, enfin, il y a plein d'études là-dessus. L'Allemagne, évidemment, l'Est de l'Allemagne versus l'Allemagne de l'Ouest. Mais on montre aussi que c'est pas forcément dans les pays où le taux d'augmentation de l'immigration est le plus fort qu'il y a un rejet. Alors, il y a sans doute des effets de seuil, notamment quand ça commence à toucher des questions de logement, du coût du logement, quand les gens se retrouvent face à des situations, disons, plus difficiles qu'ils peuvent imputer pour partie à l'immigration. Mais il n'y a pas de corrélation directe entre le taux de croissance du nombre d'immigrés et l'évolution du débat public. Souvent, ça fait référence à d'autres ressorts, en particulier, qui peuvent être liés à la perception d'une partie importante de la population disons, de stagnation ou de recul de leur situation personnelle, qui n'est pas liée à l'immigration, qui peut être liée à 50 000 autres choses, qu'à l'évolution du phénomène migratoire lui-même. Après, c'est un peu plus complexe que ça, mais il n'y a pas de lien automatique. En Italie, par exemple, mon mari était italien et on a vécu là-bas, enseigné, pas moi, mais l'Italie, il y a 10, 12, 15 ans, ne connaissait pas les autres. Vraiment, ne les avait jamais vraiment vus comme on voit, comme maintenant, ils les voient beaucoup. Et vraiment, quand ils ont commencé à avoir les premiers étrangers de l'Afrique ou du Maghreb, ils ont quantité pas impossible à intégrer. Mais ça a changé.
c'est probablement lié à leur histoire aussi. Alors pour l'Espagne et le Portugal, il y a quand même un phénomène très particulier. Il y a il y a des accords de réciprocité de droit avec des pays d'Amérique latine. C'est-à-dire que pour eux, ça limite les phénomènes d'immigration irrégulière, puisqu'il y a des pays latino-américains qui ont des droits en termes de circulation et d'accès au travail, en contrepartie des droits des Espagnols ou des Portugais de s'installer et de faire valoir ces droits dans les pays d'Amérique latine. Donc, ça change un petit peu les données du problème et peut-être la perception aussi, parce que ça fait moins de perception d'indésirable du fait que ceux qui viennent ont plus de chances de pouvoir le faire légalement et de travailler légalement quand ils viennent d'Amérique latine. Ouais. Y compris pour le droit de vote local. Oui, et puis il y a la question linguistique, la Absolument. question culturelle, etc. Mais il n'empêche qu'en Espagne Ils ont régularisé et au beaucoup, Portugal, maintenant, on a des partis anti-immigrants qui pèsent beaucoup dans le débat public. La différence du nombre de migrants marocains par rapport aux autres pays similaires du pourtour méditerranéen, enfin similaires, comme je sais pas, la Tunisie ou l'Égypte ou des choses comme ça. Enfin, est-ce que un peu des éléments d'explication? Je me dis peut-être c'est aussi parce ils combinent en fait à la fois de l'immigration très qualifiée, de l'immigration très peu qualifiée, type ouvrier ou ouvrière agricole. Enfin, est-ce que c'est assez spectaculaire et j'avoue que j'avais pas conscience de ces choses. L'Espagne, l'âge d'immigrés en Espagne a plus que triplé en 10 ans. Et donc, il y a effectivement beaucoup de latino-américains, mais il y a aussi beaucoup de Marocains. Donc, c'est une partie de l'explication. Mais l'autre partie, c'est que la migration marocaine, elle est très diversifiée. Elle est vers le Canada, vers les États-Unis, vers la France, vers la Belgique, vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne. Alors, elle est plus diffuse peut-être que la Tunisie, qui est concentrée vers certains pays. L'Italie et la France. Et l'Algérie, Et l'Algérie, presque 92% des Algériens en Europe sont en France. 87%. C'est un couple migratoire, comme on peut dire. Et effectivement, vous avez raison aussi, le fait qu'il y ait cette diversité de profils de compétences, hein, parce que qui répondent à la fois des médecins et des ouvriers agricoles. Juste une petite anecdote. Quand il y a eu le recensement de la population du Maroc en 2021, j'ai pu comprendre que les statisticiens ou les officiels marocains eux-mêmes avaient été très surpris de réaliser, en comptant leur population, qu'il y avait 2 millions d'habitants en moins que ce qu'ils avaient anticipé. Ah bon? Ah oui. Et en fait, ah non, mais pas seulement ça, parce qu'ils avaient une idée à peu près précise du nombre de naissances et de la natalité, parce qu'il y avait des données actualisées. Mais en fait, le différentiel entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils ont trouvé était considérable. Et en fait, maintenant, ça me semble beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Alors d'abord, la natalité effectivement a baissé un peu plus vite que prévu, mais ça n'expliquait pas le totalité différentiel. Donc il y a des flux migratoires qui n'apparaissaient pas dans les statistiques. Parce que les gens ne se désenregistrent pas. Enfin, il n'y a pas de mécanisme de contrôle des sorties, en fait. En matière migratoire, c'est un exercice compliqué. On a en ce moment un projet avec le ministère de l'Intérieur, justement, pour développer des instruments de prévision des flux. Mais ça reste un exercice de toute façon très, très complexe. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde la chose de manière un peu plus macro, dans les pays de l'OCDE, il y a à la fois le vieillissement démographique qui fait que les besoins de main-d'œuvre vont continuer à évoluer, qu'il y a des transformations radicales du marché du travail qui suscitent aussi sans doute des besoins, que ce soit pour les soins de longue durée, mais pour la transformation, la digitalisation, le verdissement de l'économie, etc. Des besoins qui auront du mal à être comblés par la main-d'œuvre locale. Donc, du point de vue de la perspective de moyen-long terme, en termes de besoins, ça va s'accroître. Mais évidemment, à ça, il faut mettre au regard le débat et les priorités des politiques publiques. Il y a certains pays en Europe qui sont, disons, très radicaux. On peut penser notamment aux Pays-Bas, qui disent qu'ils ne veulent plus du tout de migration régulière. Ils ne parlent pas de migration irrégulière, ils ne veulent plus de migration régulière. Donc,
comment les choses vont s'équilibrer dans le futur, c'est un peu difficile, mais ce qui est sûr, c'est que la pression migratoire risque de s'accroître et on peut penser que le niveau de migration qu'on a observé perdure dans le temps. Alors, est-ce que ça va continuer à augmenter ou rester à des niveaux de cette nature? C'est difficile de le dire et ça dépend bien sûr des contextes spécifiques, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien mieux si cette migration elle est ordonnée, elle est régulée. Et donc pour ça, ça se fait pas, disons, de manière autonome. Il faut accompagner cette régulation. On constate que en prenant des travaux aussi qui ont été faits sur les questions urbaines, plusieurs prises dans l'Atlas, plus il y a ça accompagne aussi un phénomène d'urbanisation, de progrès de la scolarisation et de progrès de la santé. Dans les pays d'origine. Dans les pays d'origine, et ça, c'est un facteur d'accroissement de la mobilité. Et donc, plus il y a de progrès dans ces secteurs-là, plus on voit les gens qui se disent, ben, la migration est une option dans notre existence. Les taux de migration augmentent avec le niveau de revenu des pays d'origine, jusqu'à un certain point, les choses s'inversent, mais le développement ne réduit pas. Oui, c'est un peu tout le dilemme. J'étais dans le département de l'aide au développement, effectivement, au ministère le dilemme de l'aide au développement. Alors, il y a l'aide au développement qui est directement dirigée vers le contrôle des flux migratoires, mais l'aide au développement, je dirais, globale pour élever le niveau de développement d'un pays peut avoir des conséquences, en tout cas transitoirement, d'augmentation des flux migratoires et le développement tout court des pays sans aide. Exactement, mais dans les actions que nous, je veux dire, activement en tant que État français, on peut mettre en place, et au vu des débats qu'il peut y avoir aujourd'hui sur l'aide au développement français et la façon dont le développement. La migration, c'est 670 milliards d'investissements dans les régions de départ qui sont des formes de développement, le développement humain, le développement sanitaire, l'accès à la consommation, toutes sortes de bienfaits, si j'ose dire, qui sont apportés par les migrants eux-mêmes. Tout à fait, et ça fait très clairement partie des axes prioritaires des actions de développement dirigées vers les questions migratoires, le soutien à l'action des diasporas dans les pays d'origine. Sans même l'intervention de politiques publiques. Oui, mais en plus, je veux dire, ça fait partie intégrante aussi de la politique de développement de plus en plus. Des données sur les cultural remittances au Maroc, c'est tous les transferts de fonds qui ne sont pas tous les transferts qui sont. Parce qu'il y a plein de travaux sur à la fois les transferts politiques, sur est-ce qu'on, quand on a une grande diaspora, par exemple, dans des pays démocratiques, est-ce que ça peut induire des démocratisations? Transfert de normes. Et voilà, des transferts de normes, et aussi des normes en termes de normes de pratiques sociales, quoi. Et par exemple, au Maroc, les régions de départ ont connu une transition démographique vers l'abaissement du nombre d'enfants par femme beaucoup plus tôt que le reste du Maroc, en fait. Donc, ce qui se transfère, Enfin, il n'y a pas que les fonds qui circulent entre le pays de départ et le pays d'arrivée, c'est plein de choses. Là, vous parlez des motivations politiques, justement, de l'immigration. Alors, ça a été oui, enfin, mais en termes d'effectifs, en termes de moteur ou de motivation, alors c'était très clair pour l'immigration algérienne en 2090. Mais aujourd'hui, on vous avait mentionné tout à l'heure le fait que les Égyptiens et les Marocains étaient devenus des demandeurs d'asile. On en sait plus justement sur c'est pas la majorité. Aujourd'hui, les gros chiffres, c'est le Soudan, c'est d'autres. La Syrie, ça a été la Syrie, mais il y a encore l'Afghanistan, il y a encore quelques très gros chiffres en termes de demande d'asile, mais c'est pas le cas du Maghreb, même s'il y a des gens qui partent. Les régimes qui ont fondamentalement, l'Égypte, il y a des chiffres pas très récents, et au Maroc, ça n'a pas fondamentalement changé. Mais il y en a ces dernières années, donc c'est intéressant de voir que la situation politique, c'est-à-dire inchangée, mais relativement stable, les demandes d'asile augmentent quand même de manière considérable. Il faut quand même des taux de refus. Voilà, exactement. Il faut faire une distinction entre la demande et puis l'acceptation, parce que on peut imaginer qu'une partie, et d'ailleurs pas tous, de ceux qui obtiennent le statut de protection de réfugiés
sont liées à des situations politiques, mais il peut y avoir d'autres facteurs comme l'orientation sexuelle ou d'autres facteurs qui expliquent le fait que les gens obtiennent le statut de réfugié. C'est pas seulement oui, mais surtout, enfin voilà, c'est des nationalités sur lesquelles les taux de refus sont très élevés. Hein, donc, dans l'ensemble, pour toute l'Afrique d'ailleurs, le taux de refus est très élevé. En fait, ça dépend, est-ce qu'on se tourne vers l'asile ou pas, ça dépend aussi de quelles autres possibilités. En fait, on parlait de l'immigration algérienne des années 90, il y a assez peu de personnes qui sont passées par la demande d'asile parce qu'il y avait d'autres modalités de régularisation temporaire, moins coûteuses que l'asile. Et c'est vrai que si celle-là se referme, eh bien, forcément, c'est pas la. Et puis aussi le refus, enfin la difficulté en tous les cas des pays européens, comme qu'on voit dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, d'ouvrir davantage l'immigration de travail, reporte sur l'asile des gens qui auraient candidaté pour du travail dans d'autres contextes. Alors, est-ce que c'est un phénomène est-ce que c'est vraiment un contexte politique ou alors un côté très instrumental, on ne peut pas entrer autrement, donc on va essayer l'asile. C'est moins vrai pour les pays du Maghreb que pour d'autres régions, mais ça peut être aussi une hypothèse qui biaise la vision qu'on peut en avoir. C'est vrai que de plus en plus, j'ai ma fille qui travaille à l'OFPRA, qui attend pour faire l'OFPRA et qui me raconte que effectivement, il y a beaucoup de demandes d'asile qui, au fond, sont des demandes d'asile économique, donc refus parce que ça ne marche pas, et que de plus en plus de demandes d'asile comprennent que la question LGTB, machin, ça, c'est un élément qui maintenant est mis en notion de groupe social, etc. Et donc, il y a beaucoup qui mettent ça en avant pour contourner parce qu'ils savent très bien que ils ne peuvent pas accéder au marché du travail. Voilà. Donc là, il y a toute une évolution aussi qui se fait parce que on sait quels sont les biais par lesquels essayer de demander l'asile, par exemple. Alors, moi, j'avais une petite question concernant le Maroc, encore une fois. Et je pense pas qu'on a abordé ce sujet-ci, c'est sur la politique, notamment du ministère des MRE, des réfugiés, qui tente d'attirer de nouveau les diasporas marocaines dans le monde, notamment avec des aides au logement, par exemple, pour des achats de biens immobiliers. Et moi, je voulais savoir s'il y avait des chiffres, soit à l'OCDE ou des chiffres publiés sur est-ce que cette politique est vraiment effective de retour des diasporas marocaines au pays, entre guillemets. Alors, il y a deux difficultés. Normalement, c'est des choses qu'on pourrait identifier avec le recensement. Le problème, c'est que les Marocains ne partagent pas leur recensement. Ce pas les seuls d'ailleurs, mais en l'occurrence, pour revenir peut-être sur la première partie du débat, on ne sait pas combien il y a d'immigrés ou d'étrangers au Maroc parce que ces chiffres ne sont pas publics. Et c'est une des difficultés. Mais il y a aussi des enquêtes quand même sur les flux, sur les bateaux par exemple, ou des enquêtes, l'enquête Medims qui a eu lieu au Maroc aussi, qui permet d'identifier les retours. En fait, je pense que l'efficacité de ces politiques est en grande partie déterminée, non pas par les politiques elles-mêmes, c'est mieux si elles sont là et qu'elles accompagnent, mais par les conditions économiques et sociales. Donc, le Maroc est un pays stable, la Tunisie c'est un peu plus compliqué par exemple, la Libye on n'en parle pas. Donc, évidemment, ça dépend largement, avant tout, l'efficacité des politiques publiques dans ce domaine vont dépendre finalement de l'environnement économique et social. Et le Maroc va plutôt pas mal, donc on devrait s'attendre à effectivement des retours. Il commence aussi à y avoir des travaux de recherche encore plus éloignés que pour le Maroc, parce que ça ne concerne pas trop les deux autres pays du Maghreb, mais pour des personnes nées en France, par exemple, ou nées en Belgique, enfants de réinstallation qui migrent, puisque c'est pas le pays dans lequel ils naissent, et donc là aussi, il n'y a pas de statistiques, mais en tout cas assez pour que ça puisse être l'objet d'une enquête qualitative avec des entretiens. Vers le pays ça fait partie de la politique diasporique du Maroc. Oui, effectivement. Mais il y en a qui repartent. Les pays qui n'ont pas connu. Il y a aussi beaucoup de départs vers le Golfe. C'est ce que je disais dans les travaux de Shadia arabe. S'il fallait anticiper une diversification des flux de départ de migrants du Maghreb vers de nouvelles destinations migratoires, à quoi il faudrait penser? Le Golfe? Le Golfe en priorité.
Vers le Canada, il y a déjà beaucoup Aussi. d'Algériens, étudiants. par exemple, de Les Marocains, des diplômés. Algériens, beaucoup vers le Canada. Beaucoup de Marocains. Voilà. Donc ça a déjà eu lieu. Évidemment, il y a aussi les conditions d'accueil changent aux États-Unis, mais aussi au Canada. Ça se durcit très fortement. Aussi en Australie, ça se durcit très fortement. Il y avait eu une migration du Liban, d'Égypte vers l'Australie assez importante. Donc il y a ce phénomène de diversification, mais évidemment, en fonction aussi de là où les portes s'ouvrent et où elles se ferment, quoi. Et pour les migrations estudiantines, je pense que le fait que les plus jeunes générations soient de plus en plus anglophones, y compris en Algérie où les gens étaient quand même historiquement assez peu anglophones. Moi, à l'année du Maghreb, je suis responsable de la rédaction de l'année du Maghreb. C'est les premières années où on reçoit des articles rédigés en anglais, par exemple par des chercheurs ou des doctorants algériens. C'était jamais arrivé. Alors, je pense qu'il peut y avoir aussi une diversification des pays de destination pour les migrations pour les jeunes. Parce que ils se sentent plus compétents pour écrire en anglais, ça reste une minorité. Mais en tout cas, moi je crois que de l'histoire de l'année du Maghreb, qui n'est même pas une toute jeune revue, on n'avait jamais reçu des articles d'Algériens écrits en anglais ou pas avant les deux dernières années. Je sais pas, j'ai pris du temps avant d'y réfléchir et ça concerne l'Algérie parce qu'on en a très peu parlé. Mais pour essayer de pallier cette absence d'information, comment on peut étudier et quantifier l'immigration algérienne en France, alors que l'Algérie dispose d'un régime juridique assez particulier avec le décret de 68. Et par exemple, j'ai été de l'autre côté où, en tant que juriste en droit des étrangers, où j'ai eu beaucoup de dossiers sur l'immigration algérienne avec des titres de séjour, que ce soit regroupement familial ou alors des jeunes étudiants ou sur le taux horaire de travail obligatoire, etc. Donc on a encore, je sais pas, mais on a quelques chiffres potentiellement, une manière d'étudier. Donc, comment on peut combiner cette opacité-là statistique et qui rend difficile l'accès à des données complètes et transparentes? Et auquel cas, quels outils méthodologiques et quelles sources alternatives on pourrait peut-être utiliser pour essayer de pallier cette absence d'information sur l'immigration algérienne? Alors, il y avait une étude qui avait magnifiquement été faite par l'OCDE, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Jean-Christophe, qui comparait les chiffres du ministère de l'Intérieur, par exemple pour la France, sur le nombre d'étrangers en situation régulière, d'après les types de séjour, et puis les chiffres des ambassades des pays d'origine, et il y avait des écarts pour certains très importants, ce qui montre qu'il y avait beaucoup de sans-papiers selon le nombre de passeports qu'ils renouvelaient, etc. Et là, ça permet de mesurer l'écart. Voilà, je te laisse en parler, c'était passionnant. Spécifiquement sur la France, en fait, il y a beaucoup de données disponibles en réalité. Le recensement parfait et maintenant il est permanent, donc il permet d'identifier les gens en fonction de leur lieu de naissance, leur nationalité, mais aussi la nationalité de leurs parents. Il y a l'enquête Théo, trajectoire et origine de l'INED, avec l'INSEE qui a eu 2 itérations et qui est très très riche aussi de ce point de vue-là, qui permet d'identifier. Il y a l'enquête emploi qui permet aussi d'identifier de manière assez fine finalement l'insertion sur le marché du travail des gens en fonction de leur pays de naissance ou même de leur nationalité. Donc en fait, il y a des données. Ça c'est et elles sont accessibles aux chercheurs. Il y a une transparence qui s'est bien améliorée de ce point de vue-là, mais évidemment ça nécessite pouvoir y consacrer du temps. Et puis voilà, il y a peu de chercheurs qui travaillent effectivement spécifiquement sur cette question. Parce que pendant l'échange, il y a eu quand même un faible taux d'information sur l'Algérie, donc je me suis posé la question. Non, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'études. Ah oui, alors ça, voilà, en Algérie. Et sur l'immigration algérienne en France, elles sont assez sur ça. Comment vous pouvez pallier du coup cette absence en dehors du fait que le gouvernement. Franchement, c'est un peu difficile de pallier à proprement parler. Il y a des estimations des fois qui sont faites, mais c'est assez difficile de pouvoir estimer combien il y a de personnes originaires de pays d'Afrique subsaharienne en Algérie aujourd'hui. Sur ce sujet-là, oui. Mais sur les générations issues de l'immigration, l'essentiel de la recherche, c'est sur les Algériens en France. Et l'enquête Théo, qui est trajectoire et origine, elle recense même les personnes qui ont un grand-parent, un grand-mère, un grand-père algérien, et donc ça donne vraiment des choses hyper complètes sur la question des Algériens. Il y a beaucoup d'écrivains et écrivains de la 2e génération ou la 3e génération qui
ont publié des livres très intéressants récemment. Moi, je peux te donner Non, c'était une petite question qui complétait ce qui a été dit avant, donc ça tombe un peu mal. Mais par rapport au phénomène de fuite des cerveaux dont on a parlé, qui n'était pas, je cache les interlocuteurs, qui n'était pas unilatéral, et Voilà, le fait que les gens qui étaient partis continuent d'entretenir un lien avec le pays d'origine. Est-ce que vous avez un peu plus de détails sur la manière dont les gouvernements d'origine, les autorités des pays d'origine continuent d'entretenir ou pas ce lien avec ceux qui sont partis? C'est ce que je disais pour le Maroc. Ouais. Le Maroc a toute une série de réseaux, donc le CCME, le Conseil de la communauté des Marocains de l'étranger, mais quelques autres réseaux autour de leurs élites qu'ils répertorient, et ils font des universités d'été tous les ans, réunissant leurs jeunes élites diplômées, etc. Donc ils essayent de repérer toutes ces personnes pour garder le lien, tout en sachant que beaucoup ne se réinstalleront pas au Maroc, mais en facilitant leurs investissements s'ils gagnent un peu d'argent et qu'ils veulent aussi investir au Maroc, en facilitant leurs démarches administratives, etc. Et en disant une politique d'attention, comme je dis, à l'égard de ces populations. Et donc, c'est un pays qui est très actif sur ce terrain-là. Et est-ce que vous savez s'il y a autant de violence en Algérie, par exemple, envers les médecins qui vont travailler au Canada En fait, l'Algérie, à un moment, avait essayé de développer en tout cas, il y avait un discours politique sur la valorisation des compétences algériennes à l'étranger. Mais après, en termes de pratique, c'est pas le cas. Après, ce qui existe aussi, il n'y a pas de dispositifs qui sont pilotés par le haut. Par le gouvernement. Par contre, ce qu'il y a, c'est des initiatives de gens de la société civile. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, pour des opérations qui demandent des compétences particulières, des réseaux de médecins qui sont algériens qui vont, on envoie la trace sur les réseaux sociaux de crowdfunding, d'une association qui va aller opérer. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, ces médecins-là n'opèrent plus jamais sur le territoire algérien parce qu'ils peuvent parfois, on a bien vu dans le cadre du Covid, la question des équipements, de renvoyer des médicaments. Donc, ça ne veut pas dire que les choses ne circulent pas. Et puis aussi, je pense qu'en partie, les autorités ne gardent pas trace des gens qui reviennent aussi, parce que ils sont algériens. Et donc, en fait, il n'y a pas forcément de statistiques au niveau global. Moi, mon père, qui était un proche et a travaillé pendant assez longtemps en France, et puis il est rentré en fait en Algérie il y a une quinzaine d'années. Il a repris son poste à l'université d'Oran, dont il était absent pendant un certain temps. Et voilà, donc il a repris un poste qu'il avait eu. Il était devenu professeur en France, il est redevenu maître de conf en Algérie. Une sorte de carrière descendante à la fin. Mais voilà, donc ça, je pense que c'est pas un cas isolé, là, c'est anecdotique parce que c'est une personne, mais je pense que beaucoup de personnes reprennent une sorte de vie professionnelle en péri-retraite, ça veut dire une dizaine d'années de vie professionnelle à la fin. Et ça, c'est pas trop du tout connu ni comptabilisé. Et je pense que je pense que c'est quand même comptabilisé dans le cas des médecins. Par le pays mort parce qu'ils ont aujourd'hui un souci de ressources humaines pour leur propre système de santé. Et que du coup, je sais qu'en Algérie, il y avait eu une grève des internes en médecine que le ministère de la Santé bloquait sur un plan administratif lorsqu'ils voulaient partir et leur donnait pas leur diplôme parce qu'ils avaient besoin d'une pièce pour pouvoir candidater au Il y a eu le même phénomène pendant une brève période en Tunisie. De la part d'un ministre de la Santé, c'est une dizaine d'années. Le gars ministre a fait lui aussi par l'immigré. Ce qui disait l'ampleur du phénomène. Mais si ce type de professionnel est recensé et on connaît précisément les chiffres de l'immigration, c'est justement parce que ça pose un problème au pays du départ. Et à un moment, les consulats avaient essayé d'organiser un peu la communauté algérienne par groupe d'associations professionnelles. On voyait une petite sorte de volonté de les avocats algériens d'œuvre, etc., dans tous les différents consulats. Mais honnêtement, ça non.